Dans la tête d'Elon Musk, c'est notre grand angle. Elon Musk qui est en Chine, qui a posé avec le ministre des Affaires étrangères. Il a été accueilli en héros dans cette usine de Shanghai, usine Tesla. Elon Musk qui est ensuite reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Ça, c'était la semaine dernière. Le milliardaire sud-africain est une star. C'est un personnage clivant. Il a bouleversé l'aéronautique avec SpaceX, l'industrie automobile avec Tesla. Bonsoir Béatrice Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous lui consacrez une enquête inédite, coécrite avec Emmanuel Botta. Le livre est paru vient de paraître aux éditions Robert Laffont. C'est compliqué d'écrire sur Elon Musk. On le comprend, vous avez essayé de le joindre, c'est presque impossible. Oui. Il faut trouver des biais. Alors c'est compliqué, oui, de son Olympe, il ne sait même pas qu'on existe. Et puis en fait, franchement, les journalistes et les médias installés, c'est pas trop son truc, donc il les méprise. Donc voilà, il a pas voulu nous parler. Mais finalement, on arrive quand même à approcher beaucoup de son entourage, à la fois des gens qui ont ou qui travaillent de façon très proche avec lui, et puis sa famille. Notamment son père. Vous êtes allé en Afrique du Sud le rencontrer. On a rencontré son père, on a rencontré sa mère quand elle était venue à Paris, on a parlé avec son oncle. Donc il y a des membres de sa garde rapprochée, même si avec son père il y a une rupture qui est oui, forte. Vous revenez sur son enfance qui était effectivement extrêmement très difficile. Mais voilà, on a travaillé pendant un an et demi sur Musk, personnage à la fois génial et tyran. Oui, beaucoup de zones d'ombre que vous expliquez, on va y revenir. Mais pourquoi il ne veut pas parler? Parce qu'il veut parler, il aime parler, il a racheté Twitter pour ça d'ailleurs. Mais parler à des journalistes, c'est non, pourquoi? Il aime communiquer. Oui. C'est différent. C'est différent. Il n'aime pas être en interaction. Donc communiquer, il communique tout le temps. Donc il communique nuit et jour. Avant même d'avoir racheté Twitter, il tweetait à longueur de journée. Donc il y a des fausses informations aussi, enfin des vraies, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Elon Musk. Alors effectivement dans les médias avec toutes ses activités, mais aussi là vous avez dû voir ces photos qui circulaient, comme quoi il était avec une femme robot. Bon, elles sont fausses, ces photos, je le dis tout de suite. Mais comment vous expliquez cette fascination? Je pense que c'est le patron aujourd'hui dans le monde qui fascine le plus. Parce qu'il n'est pas seulement un grand patron. C'est marrant parce que comme vous l'avez présenté en Chine, il est accueilli comme une star. C'est aussi presque une star, au vrai sens comme une star de ciné. Il incarne quelque chose parce que son histoire est quand même assez incroyable. Et il a ce côté aussi pour des millions de fans dans la planète comme presque un gourou, parce que son projet, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, il a une vision, et il a une vision presque messianique en fait. Son rôle, c'est sauver l'humanité. Alors pour nous Européens, on se dit mais le type il est un peu dingue, ou il fait ça pour la pub, pour les financiers, etc. Mais en fait c'est quelque chose auquel il croit profondément depuis très longtemps, avant même presque déjà la création de SpaceX. Il était persuadé, avec tout un courant de la Silicon Valley d'ailleurs, que l'humanité a un avenir multiplanétaire. Et en fait, le groupe qu'il a constitué fait de plein on parle souvent de Tesla et SpaceX, mais en fait, il y a plein d'autres boîtes aussi à côté. Tout a une cohérence, en fait. Il y a une cohérence au service d'un but, c'est coloniser Mars. Voilà, coloniser Mars, nous envoyer sur Mars, effectivement, c'est une solution. Et ils sont nombreux, vous l'avez dit, il y a tout un chapitre qui est consacré à la Mars Galaxy avec Robert Zubrin. Rappelez-nous quel est le rôle de cet homme, parce qu'il est très important pour Elon Musk. Il est très important. Alors, c'est la Mars Society. La Mars Society, c'est une société savante qui a été créée justement par Robert Zubrin, qui est un ingénieur spécialisé d'aéronautique, et qui, à la fin des années 90, crée la Mars Society. Il publie un bouquin qui a un succès très important dans le monde entier, qui s'appelle Cap sur Mars, où il décrit en fait toutes les étapes scientifiques, mais économiques, sociales, philosophiques en fait d'une colonisation de la planète Mars, avec cette idée qui est de toute façon l'humanité a toujours progressé par la conquête de nouvelles terres, et qu'aujourd'hui il n'y a plus de nouveaux espaces à conquérir, et que forcément eh bien, il va falloir aujourd'hui les conquérir ailleurs, donc sur Mars. Et Musk, à ce moment-là, adhère à la Mars Society,
Il rentre à la Mars Society. Il n'a pas encore créé SpaceX. Et c'est par, comment dire, le courant et tous les gens qu'il rencontre, en fait, de la Mars Society, qu'il va pouvoir créer à la fois SpaceX et qu'il rencontre les vrais fondateurs de Tesla, parce que Musk n'a pas créé Tesla. Il a racheté après Tesla, il a fait grandir. Et Tesla, il a eu l'idée des batteries notamment. Voilà. Non, mais Tesla avait été créé par un ingénieur qui était un des premiers adhérents de la Mars Society. Oui, il y a beaucoup de personnes dans sa galaxie d'Elon Musk, souvent des numéros 2, mais qui ont une vraie importance. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sociétés. Oui. Vous dites, effectivement, il veut nous envoyer sur Mars. Alors, c'est vrai qu'il met ses volontés en action, puisqu'avec SpaceX, avec la fusée, on va revoir cette fusée qui a explosé. Et alors, ce qui est assez génial, c'est que quand même, il félicite ses équipes, salue un formidable premier vol d'essai. Alors, on a l'impression que c'est un peu ironique, mais pas du tout. Vous dites qu'en fait, les échecs, c'est ça. C'est-à-dire il faut comprendre que dans le procédé d'innovation et même industriel en fait de Musk, l'échec fait partie en fait du chemin. Et donc, si on n'a pas échoué, si à un moment le système ne casse pas, c'est parce qu'on n'a pas fait vraiment son job. Donc, en fait, pousser jusqu'au bout les limites, quitte à les dépasser, et donc sa fusée explose, c'est pas grave. C'est pas grave. On en refait une autre, et donc il a beaucoup d'argent, donc il va en faire une autre. Et vous êtes rendu donc justement sur ce site. Voilà. Alors vous n'avez pas eu accès au site parce que encore une fois c'est compliqué. C'est à Boca Chica, c'est très impressionnant. Alors Boca Chica, c'est un endroit extraordinaire en fait, qui est à une trentaine de kilomètres de Brownsville. Brownsville, c'est la frontière mexicaine, c'est le sud du Texas, donc vous avez le Rio Grande, et donc à 30 kilomètres de là, Boca Chica, en fait, c'est une plage. Il y avait 3-4 maisons de villégiature qui étaient là. C'est même pas un village, il n'y a même pas de restaurant, même pas de bar, etc. Et c'est surtout une zone classée, une zone naturelle, en fait, où il y a beaucoup d'oiseaux, etc. C'est une lagune. Et donc là, il a construit là, mais les fusées, en fait, vous les voyez, elles sont à 10 mètres de vous. Je veux dire, ça n'est pas un site industriel comme on connaît en Europe, avec des barbelés, des gardiens, des machins, des trucs de sécurité, etc. Non. Pas du tout, vous voyez les fusées, et c'est là, au milieu, et le pas de tir est sur la plage. Alors, il veut sauver l'humanité, vous l'avez dit. D'ailleurs, il invite à faire beaucoup d'enfants. Là, on pourrait y revenir. Oui, du côté messianique, lui-même en a 10. Il y a Neuralink. Alors, ça aussi, c'est un autre volet de son activité. Il veut mettre en place des implants cérébraux sur les humains pour soigner des maladies, pour aussi communiquer avec son ordinateur. Alors, il n'est pas le seul à le faire, mais le fait que lui veuille le faire avec son argent, avec sa notoriété, là on se dit qu'on va vite basculer dans une réalité. Alors, non, mais d'autant plus là récemment, c'est la semaine dernière en fait, les autorités américaines en fait ont autorisé Neuralink à faire les premiers essais d'interface homme-machine. Pourquoi il fait ça en fait? Parce que parmi ces nombreuses idées fixes, il est persuadé que l'intelligence artificielle est un des plus grands dangers en fait qui pèse sur l'humanité. Et donc, il fait partie en fait des signataires d'une tribune qui est sortie il y a quelques semaines, dénonçant en fait, alors même qu'il est à l'origine avec Sam Altman de la création d'OpenAI et de ChatGPT, ce qui est assez paradoxal en fait. Mais pourquoi il a peur de cette intelligence artificielle? Il a peur qu'en fait elle prenne le contrôle. Elle prenne le contrôle. Et donc, la réponse à l'intelligence artificielle, c'est l'homme augmenté. Et donc l'interface homme-machine. Et donc il faut voir Neuralink et la vitesse à laquelle il développe Neuralink, où il a recruté les meilleurs ingénieurs de chez Google, etc. Même si c'est très très secret, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, etc. Mais ça progresse visiblement très très vite. La réponse à l'intelligence artificielle, au danger de l'intelligence artificielle, c'est augmenter les capacités de l'homme. Et on voit qu'un homme a réussi, un paraplégique a réussi à marcher aussi par des techniques comme ça, avec des impulsions. Est-ce que vous pensez qu'il est quand même est-ce qu'on croit qu'il est autiste? On pense qu'il est... Oui, mais vous dites qu'à un moment c'est un peu exagéré. Est-ce qu'il est déconnecté de la réalité ou pas? Non, il est réellement autiste. Il a lui-même, il est Asperger. C'est son père qui nous a raconté ça. Il a eu une enfance et donc assez compliquée aussi à cause de ses troubles autistiques. Quand il était les premières années à l'école, il faut voir que au bout de quelques mois, les parents sont convoqués par le directeur
directeur et l'institutrice, et qui disent aux parents, écoutez, on ne sait pas quoi faire de votre gamin, il regarde par la fenêtre, il répond pas, il a l'air complètement dans la lune, on pense qu'il est attardé, il n'a rien à faire ici en fait. Et donc ça montre qu'il y a un problème d'interaction en fait. Vous dites un désir d'interaction puis de revanche aussi. Et un désir de revanche qui est très important parce que à l'école il a été très moqué. Plus tard, ses premières boîtes, ça c'est quand même pas très bien fini parce qu'il a été viré. En fait, ça aussi, c'est souvent gommé de l'histoire qu'il lui-même réécrit. Mais les 2 premières entreprises qu'il crée dans la Silicon Valley, il en perd le contrôle et il est viré de ces 2 boîtes. PayPal notamment. Oui, voilà, l'ancêtre de PayPal. Et donc, c'est pour ça que par la suite, en fait, il fera tout pour prendre sa revanche sur les financiers, sur cette espèce d'élite très installée en fait de la côte Est qu'il déteste en réalité. Les ingénieurs bardés de diplômes des grandes universités de la Ivy League lui dit bon. Ça m'impressionne pas plus que ça, on va voir sur le terrain. Donc il y a une soif de revanche et mêlée avec un homme qui a du mal à entrer en contact et avoir une relation normale avec l'autre. Et pourtant, il veut sauver l'humanité. Il intervient en Ukraine en prêtant ses satellites, en défiant Poutine. Il veut être l'homme du siècle, même le Thomas Edison du XXIe siècle. C'est ce que vous dites. Vous pensez qu'il en a la stature ? En tout cas, c'est sa vision. Je pense que c'est aujourd'hui le chef d'entreprise qui a fait progresser le plus en fait 2 secteurs qu'on pensait très très établis, l'espace et l'automobile, avec une vision qui est peut-être supérieure à la vision que peut avoir un Mark Zuckerberg ou un Bezos en fait. Effectivement, et ça vous en parlez aussi dans ce livre Elon Musk, l'enquête inédite. Béatrice Mathieu, Emmanuel Botta, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.